Écoutez, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Guéraud. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux trois principales menaces sur Internet. Ce webinaire est organisé conjointement par l'association de consommateurs, la CLCV, au sein de laquelle je suis juriste, association généraliste que vous connaissez, et par Cybermalveillance, qui est un dispositif précieux pour les consommateurs, un dispositif qui vous sera présenté au début de son intervention par Monsieur Laurent Verdier, qui en est le directeur formation pédagogique et sensibilisation. Ce webinaire n'a absolument pas pour vocation de diaboliser Internet, ce serait ridicule. Internet, c'est un extraordinaire moyen de communication que nous connaissons tous. Il faut l'utiliser, il a des apports absolument merveilleux dans la vie de tous les jours, mais incontestablement, il présente certains risques. Et parmi les plus courants, s'impose le phishing. Si vous avez une boîte de mail, on a tous reçu, par exemple, du phishing, le piratage de comptes et l'arnaque aux faux supports techniques. Donc, le décryptage de ces trois risques va vous permettre de mieux les reconnaître pour mieux les éviter. Mais encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ce ne sont pas les seuls et que Cybermalveillance a un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr et qui vous donne une vision beaucoup plus large des risques qui existent sur Internet avec des outils pédagogiques qui sont vraiment tout à fait intéressants, mais on va vous en dire un peu plus. Et nous aurons, après la présentation, une session de réponse aux principales questions sur le sujet. Voilà, je vous remercie de votre présence et Monsieur Verdier, c'est à vous. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Guéraud, merci Olivier, si je puis me permettre. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Très honoré, très content d'être parmi vous ce soir. Non seulement parce que effectivement, CLCV est un membre historique du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et pour nous, c'est toujours très intéressant et très valorisant, entre guillemets, d'être au contact direct d'internautes, de particuliers, de consommateurs. Et c'est parce que justement, aujourd'hui, ces publics-là sont particulièrement ciblés, vous le savez toutes et tous, malheureusement avec les trop nombreux messages électroniques, emails ou SMS depuis maintenant quelques années que nous recevons sous forme d'hameçonnage ou de messages frauduleux. Alors, je vais partager mon écran. Opération toujours un petit peu délicate. Olivier, je compte sur vous, vous me dites si ça fonctionne bien, correctement. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Très bien. Donc, vous avez dit deux choses très intéressantes par rapport à votre introduction. Effectivement, la première, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment d'une manière transverse au niveau de nos activités, tant personnelles que professionnelles, immergées dans le numérique. Internet fait partie intégrante de nos vies. Et je vous rassure, au sein de Cybermalveillance Gouv.fr, nous ne sommes pas une bande de nostalgiques qui regrettent amèrement le doux temps du Minitel, pour ceux d'entre vous qui l'ont connu. Non, non, les nouvelles technologies, l'interconnectivité, l'accélération que ça permet, que ça autorise, sont pour nous, tout comme pour nos membres, vraiment quelque chose de très positif. Simplement, nous estimons que ce beau cadeau arrive effectivement avec un ensemble de points de vigilance, de responsabilité que chacun d'entre nous, chaque utilisateur, que ce soit dans sa sphère personnelle, familiale ou professionnelle, se doit de connaître. Et puis la seconde chose, je reviens un petit peu sur mon titre, effectivement un petit peu ronflant, directeur formation, méthodologie et sensibilisation. Tout ça pour dire qu'il est important et nous accordons aujourd'hui de plus en plus d'importance au sein du dispositif au fait de sensibiliser, pas n'importe comment, et de mettre en place, au-delà de nos participations à différents projets de formation, comme PIX par exemple, que certains d'entre vous connaissent peut-être, de mettre en place vraiment un ensemble de règles et de conseils pour pouvoir transmettre et relayer les bonnes pratiques auprès de ces proches, dans un cercle familial, ou même dans le cadre d'une organisation, de pouvoir mettre en place une véritable campagne de sensibilisation. À titre personnel, je suis officier de police, commandant de police. J'ai travaillé plusieurs années au sein de la police judiciaire de la préfecture de police dans des brigades spécialisées en
escroquerie, en arnaque et en enquête dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. J'ai ensuite intégré la direction centrale du renseignement intérieur qui, comme vous l'ignorez peut-être, est également compétente en matière judiciaire pour toutes les attaques cyber qui portent atteinte potentiellement aux intérêts fondamentaux de la nation. J'ai ensuite occupé un poste d'officier de liaison au sein de l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Et on en reparlera pas plus tard que dans quelques secondes par rapport aux conditions de naissance du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Et enfin, j'ai intégré ce très beau dispositif en septembre 2020, essentiellement pour participer et animer et participer au rayonnement du dispositif par des interventions comme celle que je fais ce soir. Alors, je suis désolé, cette présentation prend peut-être un petit peu la forme d'un cours magistral. Ce n'en est pas l'esprit. J'aurais bien aimé intervenir en présentiel devant vous, mais voilà, les choses font que j'interviens en distanciel. Mais comme l'a dit Olivier, il y a un temps de questions-réponses et d'échanges que j'espère nourri à la fin de cette petite présentation. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes nés au niveau du dispositif cybermalveillance.gouv.fr d'un besoin. Un besoin qui a été exprimé par nos autorités en 2015 au travers de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique, document au travers duquel ces autorités faisaient un constat. Il y avait, si vous me passez l'expression, un énorme trou dans la raquette en matière de protection et d'assistance accordée à trois publics pourtant essentiels: les particuliers, les entreprises, PME, TPE et les associations, ainsi que pour les collectivités territoriales. Ce qui fait que ce document préconisait la création d'un guichet unique, d'une plateforme gouvernementale qui n'existait pas avant, avec trois missions pour ces trois publics. La première et la plus prégnante, et néanmoins celle pour laquelle nous sommes, je pense, le moins connus, c'est fournir une assistance immédiate, pratique, à un particulier, un chef d'entreprise ou à un responsable, un élu, un responsable de collectivité territoriale, quand celui-ci ou son organisation est victime d'une cybermalveillance, quelle qu'elle soit. Et je reviendrai un petit peu sur ce qui matérialise cette mission d'assistance. Deuxième mission importante, produire des contenus d'information sur l'actualité des menaces, ainsi que des outils et des documents en matière de sensibilisation. Et enfin, troisième mission, l'observation du risque numérique pour mieux l'anticiper. Concrètement, c'est effectivement utiliser les éléments liés à notre parcours d'assistance victime, liés à la consultation du site, aux tendances qui s'en dégagent, pour remonter ces éléments à nos autorités afin de mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Alors concrètement, nous avons été incubés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en copilotage avec le ministère de l'Intérieur pendant 1 an et demi, et ce beau navire a été lancé officiellement en octobre 2017. Et nous avons fêté, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nos 5 ans d'existence avec effectivement une belle progression. Alors, que sommes-nous devenus après 5 ans? Donc, le groupement d'intérêt public, c'est le cadre juridique qui a été choisi, c'est la forme juridique collaborative qui a été choisie, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, est aujourd'hui composé de 56 organisations membres issues de la sphère des pouvoirs publics, de la sphère des utilisateurs, la sphère civile de l'Internet, ainsi que de la sphère économique, avec des grands groupes comme la Maïf, la Banque des Territoires ou encore le groupe La Poste. Cybermalveillance.gouv.fr, ce sont surtout plus de 1200 prestataires informatiques référencés, répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et je reviendrai dans quelques instants pour vous dire
ce qu'est exactement un prestataire informatique référencé. Ce sont enfin plus de 635 000 victimes assistées, et c'est une grande fierté à notre niveau depuis 2017, c'est-à-dire des gens, des personnes ou des organisations qui venaient d'être impactées par une cybermalveillance, victimes d'une arnaque, et qui ont trouvé des solutions, des recommandations, voire la mise en relation avec un prestataire informatique grâce à notre parcours d'assistance victime. Et enfin, pour la seule année 2021, près de 2 500 000 visiteurs sur la plateforme pour consulter nos articles, nos fiches mémo, nos fiches réflexes ou encore télécharger le kit de sensibilisation. Voilà, une petite diapo pour rendre hommage à l'ensemble de nos membres. Et j'attire particulièrement votre attention sur le fait que ce soir, j'intervienne avec CLCV, qui est un membre historique de ce dispositif, membre que nous sollicitons très régulièrement au travers de groupes de travail. Tous nos livrables, tous nos contenus sont réalisés avec nos membres, qui relaient bien entendu également nos campagnes de sensibilisation et qui participent de manière très active à la gouvernance du dispositif. Alors, cette présentation, je vais essayer de la diviser en plusieurs temps. La première, ça va être de vous expliquer très rapidement de quoi se compose notre parcours d'assistance victime et en quoi, avec plus de 630 000 parcours, il nous permet d'établir un panorama assez complet des menaces cyber, et plus particulièrement celles qui impactent le grand public, les particuliers, avec effectivement le trio de tête de ces menaces. Dans un deuxième temps, bien entendu, j'évoquerai les ressources et les contenus que nous mettons à la disposition de ces mêmes publics. Et enfin, troisième temps, j'évoquerai avec vous quelques axes qui nous semblent importants et fondamentaux en matière de sensibilisation, avec un petit focus notamment sur les téléphones portables, nos fameux doudous numériques que nous avons encore aujourd'hui un petit peu de mal à sécuriser et avec lesquels nous avons un peu de mal à être vigilants. C'est logique d'ailleurs, puisque souvent nous sommes en situation de nomadisme avec ces instruments. Le parcours d'assistance victime sur cybermalveillance.gouv.fr, qui compte aujourd'hui 51 cybermalveillances inventoriées, qui vont nous permettre de mieux identifier ce par quoi la victime a été impactée. 173 000 demandes d'assistance pour la seule année 2021. Nous pensions avoir atteint un pic. Je peux déjà vous annoncer que pour l'année 2022, ce pic de 173 000 parcours a été passé cet été. Et là, on se dirige plus vers un chiffre oscillant autour de 230 000 parcours d'assistance victime pour la seule année 2022. Et cette liste et cet inventaire de cybermalveillance est associé à plus de 420 conseils personnalisés qui peuvent être effectivement en fonction du diagnostic initial réalisé, adressé à la victime. Dans les très grandes lignes, ce parcours d'assistance victime se découpe en 3 paliers principaux. Le premier, je viens de l'évoquer, ça va être d'établir avec la victime, par un petit jeu de questions-réponses non techniques, un diagnostic, de mettre un nom sur la cybermalveillance qui a impacté la victime ou son système informatique. Derrière, à l'aide de ce diagnostic, nous allons lui adresser tout d'abord un ensemble de conseils et de recommandations d'urgence. En matière de sécurité routière, on parle d'éviter le suraccident. Là, c'est exactement la même chose. Le but de la manœuvre, ça va être de faire en sorte que la victime puisse mettre en œuvre rapidement un ensemble de recommandations et de conseils pour éviter d'aggraver la situation. À ces recommandations d'urgence sont associées un ensemble de propositions, d'orientations vers des plateformes dédiées et adaptées à la cybermalveillance pour permettre à la victime soit de déposer plainte, soit de signaler les faits, soit de trouver une écoute adaptée. Si je vous parle de la brigade numérique de la gendarmerie nationale, si je vous parle de la plateforme Pharos, internetsignalement.gouv.fr, si je vous parle de Signal Spam, si je vous parle du 3018 de
France en matière de cyberharcèlement. Si je vous parle de France Victime, pour avoir une écoute et des conseils adaptés au statut même de victime, ce sont quelques exemples qui vous permettent d'imaginer un petit peu ce type de mise en relation. Et j'allais oublier une plateforme qui a quelques mois d'existence, mais qui rencontre un grand succès, la plateforme Thésée, qui est opérée par la police judiciaire et qui permet de déposer plainte aujourd'hui, de déposer plainte en ligne pour un certain nombre d'infractions liées à la cybercriminalité. Enfin, troisième palier, parce que nous n'avons pas tous la chance d'avoir un beau-frère ou un gendre informaticien, et toujours si la victime le souhaite, la mise en relation avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés, répartis sur l'ensemble du territoire, et donc ce qui permet à la victime la mise en relation avec un professionnel de l'informatique qui a adhéré et qui a signé à une charte de qualité sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, de manière à être dépanné rapidement par un professionnel de confiance à proximité de son domicile. Et c'est là tout l'intérêt de la chose. On ne va pas demander à Madame Dupont de prendre son unité centrale ou son téléphone portable et de venir le faire réparer sur Paris. On la met en relation gratuitement avec un professionnel de proximité. Nous ne nous substituons pas à une relation commerciale traditionnelle, mais effectivement, la victime trouvera un professionnel de confiance à proximité de sa maison. Et enfin, dernier temps, un retour en matière de satisfaction de la victime, pour nous, il est très important, effectivement, si elle a bénéficié d'une assistance par un professionnel référencé, d'avoir son avis sur l'assistance, la manière dont ça s'est passé. Et c'est très important pour nous, effectivement, d'avoir ces remontées. Alors, concrètement parlant, ces chiffres-là datent de l'année 2021, mais il y a de fortes chances, et je peux vous le confirmer, que le trio de tête soit le même pour l'année 2022, puisque ces tendances-là n'ont pas varié. Première menace et menace majeure aujourd'hui pour les particuliers, l'hameçonnage. Je reviendrai très rapidement sur ce qu'est et de quoi se constitue l'hameçonnage par la suite. Mais voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos boîtes mail, nos téléphones portables sont inondés de ces faux messages qui prétendent venir d'un émetteur connu, de confiance ou une administration, et qui vont nous demander de transmettre des mots de passe, des documents personnels, administratifs, ou qui vont nous inviter à cliquer sur un lien malveillant qui va nous diriger sur un site tenu par les pirates ou encore nous faire télécharger un programme malveillant. Deuxième menace, le piratage de comptes en ligne. Nous stockons de plus en plus de choses aujourd'hui sur nos boîtes mail. Nous avons de nombreux comptes en matière notamment de réseaux sociaux. Nous utilisons de plus en plus notre compte bancaire en ligne et malheureusement, nous avons tendance à protéger ces différents accès avec souvent des mots de passe trop facilement devinables, pas assez complexes, ou alors un mot de passe fort, mais qu'on va utiliser pour tous ces services. Et de ce fait, si jamais un pirate ou un attaquant prend la main sur l'un de ces comptes, c'est l'entièreté quasiment de notre identité, de notre vie numérique qu'il a entre les mains. Et enfin, troisième menace qui reste très prégnante aujourd'hui, même en 2022, ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Et j'y reviendrai également pour cette cybermalveillance qui impacte aujourd'hui d'une manière assez majoritaire nos anciens, les personnes âgées, qui sont peu ou pas au courant des usages sur Internet et notamment le fait qu'un opérateur comme Microsoft puisse mettre en place une hotline ou un service après-vente pour vous dépanner si jamais Windows est infecté par un virus. Première menace, l'hameçonnage, je l'ai dit, pour nous, c'est vraiment la mère de toutes les attaques. Cette menace ne cesse d'être en hausse, elle est prédominante aujourd'hui. Les attaques, en tout cas les messages falsifiés, sont de plus en plus sophistiqués. Il y a quelques années, on pouvait reconnaître un message, un faux message avec une charte graphique qui n'était pas toujours très jolie, avec des fautes d'orthographe. Aujourd'hui, on frise la perfection, les attaquants allant jusqu'à mettre les petites mentions légales en bas du message d'hameçonnage, et tout ça pour tromper la vigilance de l'internaute. Bien entendu, la crise sanitaire et surtout la transformation de nos habitudes numériques, qu'elles soient à titre
professionnelle ou personnelle, a eu un effet démultiplicateur par rapport à ce type d'attaque. Pour vous donner un exemple, la première semaine du premier confinement, à savoir la semaine du 16 mars 2020, c'est une augmentation de plus de 400% que nous avons pris en compte sur le parcours d'assistance victime de cybermalveillance.gouv.fr pour des seuls faits, les seuls faits d'hameçonnage. Hein, deux constats doivent vraiment ressortir de ces chiffres. Le premier, c'est que les attaquants sont ultra réactifs, et le second, c'est qu'ils ont une imagination sans limite. Fausse prime Covid pour les entreprises, faux sites de gants, faux sites de masques, faux sites de gel, faux sites d'attestation de déplacement. On a même eu affaire un peu plus tard, effectivement, à un message incluant un lien frauduleux pour soi-disant mettre à jour l'application Tous Anti-Covid. Donc vraiment, on a cet essor dû à l'accélération, à l'amplification de nos habitudes numériques, et surtout, depuis maintenant fin 2020, une augmentation très notable des campagnes d'hameçonnage par SMS. Et là, on y reviendra parce que sur un téléphone, on est bien moins capable de procéder à un certain nombre de vérifications et d'être vigilant, notamment parce qu'on se trouve avec un écran beaucoup plus petit, sans souris et souvent dans une situation de déplacement et de nomadisme. Le piratage de compte, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour nous, c'est vraiment une menace majeure et qui prend de plus en plus d'importance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous stockons de plus en plus de choses importantes liées à notre vie, à notre identité ou à nos identités numériques sur nos boîtes de messagerie, au travers de nos réseaux sociaux, sur nos comptes bancaires en ligne. Et effectivement, quand un attaquant prend la main sur ces espaces, il peut collecter beaucoup d'informations nous concernant, notamment sachant que nos boîtes de messagerie servent souvent de comptes de restauration pour d'autres services. Ils ont accès à l'intégralité de nos contacts. Et je vous laisse imaginer quand on prend la main sur une boîte de messagerie principale, quand on va dans les courriers envoyés, on a accès à tous les mails qu'on a adressés, y compris les pièces jointes. Et donc là, effectivement, il y a de vraies questions à se poser par rapport à la manière dont nous protégeons ces espaces. Alors, comme je viens de l'évoquer, le piratage de comptes en ligne est aujourd'hui la cause majeure de la survenue d'autres cybermalveillances. Donc derrière, risque d'usurpation d'identité, risque de fraude bancaire ou de virement frauduleux. Bref, tout ça pour dire et pour souligner que ces cybermalveillances et ces piratages de comptes ont des impacts de plus en plus importants pour les victimes, quelles qu'elles soient. Monsieur L'arnaque au Barbier, faux support technique, donc c'est une vieille cybermalveillance, hein, l'arnaque au faux support technique, puisqu'on a au niveau de cybermalveillance.gouv.fr, nous avions détecté cette méthodologie d'attaque dès 2017 et 2018, mais elle est toujours dans le trio de tête. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle s'adresse et malheureusement, elle piège les personnes en général les plus vulnérables, les plus fragiles, qui ignorent les usages et notamment ceux des opérateurs sur Internet et qui ne sont pas en mesure de deviner que Windows ou que Microsoft ne met pas à disposition du grand public des hotlines ou des services après-vente destinés à aider quelqu'un quand celui-ci a son ordinateur infecté, ou en tout cas soi-disant infecté, parce que vous vous doutez bien que là, toute la technique va consister à faire croire à l'internaute, hein, en bloquant son navigateur, en mettant vraiment une fenêtre très anxiogène, lui faisant croire que son ordinateur a été pris en main par des pirates ou contient un virus qui risque de détruire toutes ces données. Et malheureusement, effectivement, nos seniors, hein, les personnes âgées, sont les moins aguerris et c'est cette catégorie de la population aujourd'hui qui reste malheureusement la plus fragile à ce genre d'attaque, avec un pourcentage toujours très important de victimes par rapport à ce mode opératoire. Alors, quelle tendance en 2022? Quelques exemples, hein, effectivement, tirés de notre parcours d'assistance victime et des échanges qu'on peut avoir, notamment avec certaines victimes, avec des modes opératoires quand on ne les connaît pas.
Vous avez tous, je pense, été rendus destinataires de mails ou de SMS vous indiquant la mise à jour urgente, soi-disant urgente, de votre carte vitale. Et dans ce cas-là, vous êtes malheureusement redirigé vers un formulaire dans lequel vous allez devoir, en tout cas vous êtes invité à saisir notamment vos coordonnées bancaires. Ces données peuvent être réutilisées, elles le sont en général très rapidement, pour un autre type d'arnaque qu'on appelle l'arnaque au fonds conseiller financier. Quelqu'un va se faire passer pour votre banquier, va vous dire dans l'urgence qu'une opération frauduleuse est en cours sur votre compte bancaire et va vous demander des codes, votre mot de passe pour pouvoir lui-même derrière y accéder et réaliser une opération frauduleuse. Cette année également, on a vu vraiment de très nombreux cas d'arnaque à la fausse vignette critère. Vous recevez un SMS indiquant que vous avez été vu dans votre véhicule par la police municipale. Et on vous invite à acheter très rapidement, sous peine de sanction, la vignette critère correspondant à votre véhicule. Et bien entendu, là aussi, on vous redirige vers un formulaire frauduleux qui n'a rien à voir avec le site officiel de la vignette et dans lequel toutes vos données, toutes les données que vous allez rentrer vont être siphonnées et risquent d'être réutilisées. On a encore eu cette année de nombreux cas de piratage de comptes personnels de formation, où effectivement les pirates prennent la main sur ce compte personnel de formation et vont débiter des points de formation et surtout faire facturer des formations fictives, quoique normalement le CPF a récemment été sécurisé avec un accès réservé au seul compte Connect Plus. Donc, c'est vrai que c'est une garantie de solidité et de sécurité, entre guillemets. Mais voilà, jusqu'à ce qu'on en arrive là, ce compte a été quand même victime de très nombreuses tentatives d'arnaque. Et je citerai en dernier les arnaques, les escroqueries à la fausse livraison de colis. Tendance que nous avons vue très récemment, des SMS sont envoyés à des particuliers pour justement leur faire croire que leur colis est en attente d'un petit règlement pour finaliser la livraison. Le téléphone initie une connexion vers un site frauduleux et là, on vous propose une mise à jour fictive du navigateur du téléphone, notamment Chrome sous Android, et les malfaisants, grâce à cette mise à jour, à cette fausse mise à jour, vont installer sur votre téléphone un petit programme malveillant qui va leur permettre de détourner des SMS, des MMS et de surfacturer, d'occasionner une surfacturation, bien entendu, à votre préjudice. Voilà les dernières tendances, hein, c'est un petit peu un scoop pour l'année 2022, sachant que celle-ci n'est pas terminée, mais je pense que là, on est vraiment sur des faits marquants qui auront marqué, bien entendu, cette année. Alors, avant de passer à ce que nous proposons comme type de ressources et de documentation, je voulais quand même voir avec vous que faire face aujourd'hui à un message ou à un SMS douteux. On a vu ensemble que l'hameçonnage restait la menace majeure. Il me semble quand même important, au-delà des présentations qui peuvent être un petit peu anxiogènes que je viens d'effectuer, de vous délivrer quelques recommandations d'urgence, hein, j'appelle ça le kit d'urgence, si jamais vous avez un doute face à un message ou un SMS douteux. Alors, la première règle et la plus importante, c'est de ne pas paniquer, hein, et surtout de tenter de garder la tête froide. Alors, je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout que, et vous vous en doutez bien, les attaquants privilégient justement et ciblent le comportemental, hein, en essayant de faire basculer la victime hors de ses rails habituels et de la paniquer, ou au contraire de lui faire croire qu'elle va réaliser l'affaire du siècle. Donc déjà, c'est avant tout ne pas répondre à chaud, ne pas cliquer à chaud, en parler à un tiers de confiance, se documenter, échanger, ne pas rester seul. Ça, c'est vraiment la règle. Attention, attention. Vraiment, tenter de prendre de la distance par rapport à l'événement. Je sais, ce n'est pas toujours facile ni évident, mais c'est la première règle à adopter. Seconde règle, vérifier la cohérence entre l'émetteur, le message et le contexte. Je ne réponds pas à un mail d'hameçonnage émis aux couleurs de Netflix si moi-même je ne suis pas client
de cet opérateur de service de streaming. Voilà, il faut être un minimum cohérent par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on possède, et chercher justement, ou alors tel contact qui m'a envoyé un message un petit peu bizarre, c'est toute la méthodologie de ce qu'on appelle le proche en difficulté. Est-ce que je connais cette personne? Est-ce qu'elle a un cancer? Est-ce qu'elle voyageait à l'étranger? Voilà. Et par exemple, ne pas hésiter à contacter avec ses propres coordonnées, pas celles qui figurent sur le message, bien sûr, la personne ou l'organisme en question pour s'assurer de la véracité du message. Troisième point, se méfier des messages alarmistes, trop anxiogènes ou au contraire trop alléchants. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les pirates misent tout sur, j'ai envie de dire, la vulnérabilité comportementale, l'attitude qui va faire que on va sortir de nos rails et de nos réactions habituelles et leur transmettre un renseignement, une information, un mot de passe, un document administratif ou encore nous faire cliquer sur un lien frauduleux. Donc, déjà, se méfier à partir du moment où l'objet ou même le corps du message comporte des éléments d'urgence caractérisés, alarmistes, résolument anxiogènes ou au contraire vous propose le dernier téléphone portable à moins de 5 euros, alors qu'il en coûte beaucoup plus. Méfiance, méfiance, méfiance. Et bien entendu, s'informer, ne pas hésiter, je l'ai dit, à en parler, à se confier à un tiers de confiance, à en parler à des collègues, ou bien entendu, à venir sur cybermalveillance.gouv.fr pour s'informer. Souvent, on est content, on est soulagé de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation, et c'est très important, et ou trouver de l'assistance si malheureusement on est victime malheureusement de ce mail d'hameçonnage ou de ce SMS d'hameçonnage. Deuxième temps, informer et protéger nos publics. Alors comment? Déjà en faisant paraître très régulièrement des articles sur l'actualité de la menace, sachant que l'ensemble de nos contenus repose sur 3 points essentiels. Le premier, c'est définir en des termes simples et non techniques une menace donnée. Là, j'ai pris l'exemple de que faire en cas de piratage de comptes sur les réseaux sociaux. Il faut déjà indiquer au lecteur, à la personne qui va lire, en quoi consiste un piratage sans tomber dans des acronymes anglais, dans des raccourcis ou des termes techniques. Et derrière, bien entendu, lui adresser un ensemble, deuxième point, de recommandations pour s'en prémunir en temps normal, au quotidien. Donc ça, ce sont des conseils, j'ai envie de dire, à adopter tous les jours. Et enfin, troisième élément que vous trouverez dans l'ensemble de nos contenus, que faire si, malgré tout, je suis victime? Comme je l'ai dit, les premières réactions sont très importantes. Il faut éviter le suraccident, éviter d'aggraver la situation et savoir comment réagir. Donc, dans tous les cas, définition de la menace, comment s'en prémunir en temps normal et que faire si je suis victime. Enfin, l'ensemble de ces articles vous propose derrière des illustrations, des liens et des ressources utiles et surtout des propositions de qualification pénale si jamais vous souhaitez déposer plainte qui ont été élaborées avec bien entendu la collaboration du ministère de l'Intérieur. Une newsletter que nous publions aujourd'hui, que nous adressons à plus de 25 000 abonnés sur un format très restreint, mensuel, synthétique, toujours dans un langage accessible, qui vous parle bien entendu de l'actualité des menaces, de l'actualité du dispositif et de ses membres, en étant toujours le plus simple et le plus synthétique possible. Troisième temps que je voulais visiter avec vous pour cet événement, la sensibilisation qui pour nous représente vraiment la première arme contre les cybermalveillances. Très récemment, nous avons profité du mois européen de la cybersécurité pour produire et publier avec nos membres le cyberguide famille. Pourquoi? Parce que d'abord, les familles représentent effectivement, en tout cas les membres de la famille représentent des victimes de plus en plus ciblées par les attaquants, et il nous semblait vraiment pertinent de créer un support pédagogique, illustré, dédié à ce type de public, autour de 10 recommandations qui nous semblent essentielles afin d'initier des échanges au sein du cercle familial où effectivement on peut être amené à parler de nos usages en matière numérique. Alors les thèmes sont variés,
L'importance des mots de passe, j'en ai parlé tout à l'heure, des sauvegardes, l'effet d'hameçonnage, mieux pouvoir détecter un mail ou un SMS d'hameçonnage, nos usages au travers des réseaux sociaux, l'effet de cyberharcèlement. Et donc, effectivement, euh, avec cet outil, nous espérons mieux sensibiliser les membres de la famille aux risques numériques et surtout aux bonnes pratiques. Nous avions, dès 2019, sorti, nous continuons de l'actualiser, un kit de sensibilisation qui évoque l'ensemble des menaces les plus courantes, toujours avec cet esprit illustratif et de simplicité. Là, j'ai pris un échantillonnage, bien entendu. L'importance des mots de passe, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, si le piratage des comptes en ligne fait autant de victimes et autant de dégâts, hein, par rapport notamment à des usurpations d'identité ou des arnaques au préjudice de nos contacts, c'est surtout parce que nous les défendons, malheureusement, avec des mots de passe insuffisamment complexes, trop facilement devinables. On pourra revenir pendant le temps de questions-réponses sur les différentes méthodologies qui permettent d'avoir, à titre personnel ou professionnel, d'adopter une bonne gestion de ces mots de passe, surtout d'autant plus qu'aujourd'hui, les services se démultiplient pour lesquels nous avons besoin de ces fameux sésames. La sécurité sur les réseaux sociaux, il nous semble aussi important de ne pas dire pas de réseaux sociaux, mais de dire des réseaux sociaux, oui, mais avec responsabilisation et vigilance. Je fais attention à mon profil, je fais attention avec qui j'échange, je fais attention également à l'information que je diffuse ou que je relais. Et enfin, la sécurité des appareils mobiles. J'en profite pour faire un petit focus à ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, nous notons la difficulté de nos différents publics, hein, qu'il s'agisse des particuliers, des chefs d'entreprise ou même au sein des collectivités territoriales, pour sécuriser et pour adopter une attitude responsable et vigilante avec ces fameux doudous numériques avec lesquels aujourd'hui nous sommes, j'ai envie de dire, interconnectés et connectés en permanence, qui nous suivent partout, avec lesquels nous sommes parfois un petit peu négligents, on peut les laisser traîner, ou alors on les consulte dans les transports en commun au regard de tous. Donc voilà, un ensemble de recommandations que nous permettons de vous adresser. Déjà, bien entendu, s'assurer que le téléphone dispose bien d'un code de verrouillage, qu'il ait effectivement différents types de protection pour éviter, si jamais nous le perdons, nous l'oublions quelque part, qu'un tiers puisse facilement avoir accès à l'intégralité de nos services. Dans la mesure du possible, ne pas hésiter à protéger ces données sur l'appareil. Bien entendu, c'est peut-être là le plus dur, appliquer les mises à jour de sécurité, aussi bien au niveau des applications que nous téléchargeons que du système d'exploitation embarqué. Alors c'est vrai que ces mises à jour ne sont pas toujours très triviales. Les opérateurs et les constructeurs de téléphones portables ont tendance ces dernières années à les rendre de plus en plus facilement réalisables pour la mise en œuvre. Il faut justement aller dans ce sens-là. On ne peut pas laisser ces supports que nous utilisons en permanence ne pas être mis à jour, ce qui inclut bien entendu les mises à jour en matière de sécurité. Il faut savoir que les pirates utilisent massivement ce qu'on appelle des vulnérabilités, qui sont des défauts de sécurité dans les logiciels ou dans les systèmes d'exploitation, et qu'en omettant de mettre à jour ces éléments, on laisse des portes béantes ouvertes aux attaquants. Ne pas oublier de faire les sauvegardes, bien entendu. On ne sait jamais, même en cas d'accident, de bris, de perte. On est toujours très content de pouvoir retrouver l'intégralité de ces données. Aujourd'hui, certains éditeurs, pas tous, mais ça va venir, proposent des solutions d'antivirus pour les téléphones et les tablettes. Bien entendu, installer les applications que depuis les sites des éditeurs ou les magasins officiels. Il faut savoir que sur le marché alternatif ou sur les forums alternatifs, vous avez de fortes chances d'installer une application piégée ou un virus. Bien entendu, maîtriser et contrôler
les autorisations que réclament les applications que vous installez. À titre d'exemple, il y a quelques temps, j'ai voulu installer une application de randonnée et avec ma grande surprise, lors de l'installation, elle me demande l'accès à tous mes contacts. Quel rapport entre des randonnées en forêt et l'accès à mes contacts? Aucun. J'ai donc refusé de l'installer, je n'ai pas finalisé l'installation et j'ai été en chercher une autre. Ça prend un peu plus de temps, mais derrière, on a quand même un minimum de garantie par rapport à l'aspect, à la préservation et à la conservation de la confidentialité de nos données et notamment de nos contacts. Donc, bien entendu, le b.a.-ba, c'est de ne pas laisser votre appareil sans surveillance. Ce n'est pas pour autant qu'on va sécuriser au niveau logiciel un support comme un téléphone portable que derrière, on est invité à l'oublier dans tous les endroits où l'on passe. Donc, toujours avoir un œil sur son téléphone, être vigilant, éviter les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus, bien entendu, et ne pas stocker sur ces supports d'informations confidentielles sans protection adaptée. Et vous avez bien entendu le lien en bas de ce diapo pour aller consulter l'intégralité de notre article sur les bonnes pratiques associées aux appareils mobiles. Voilà, une dernière slide concernant le panel d'outils pédagogiques, ludiques et en matière de sensibilisation que nous proposons sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Dans le désordre, un guide que nous avons réalisé avec la CNIL, Prudence sur Internet, une édition limitée des Incollables, vous savez, ce petit jeu pour les enfants fait de questions-réponses devient un super-héros du net. Les As du Web, qui est un cahier de vacances qui est très très bien fait, avec un aspect ludique, coloriage, vraiment là on est sur la gamme 8-11 ans. J'ai mis également une capture d'écran de notre chaîne Dailymotion de vidéos de sensibilisation. L'intégralité de nos contenus sont téléchargeables gratuitement, sont réutilisables. Vous pouvez les communiquer, vous pouvez les utiliser pour vous, pour vos proches. Donc, ne pas hésiter à venir vraiment faire votre choix. J'espère que vous trouverez ce qui vous convient sur cybermalveillance.gouv.fr. Là, j'ai mis un QR code. Si vous le souhaitez, vous pouvez le suivre. Mais bien entendu, en allant directement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, vous avez un menu déroulant et vous avez directement l'accès à une page qui répertorie l'ensemble de nos ressources de sensibilisation. Écoutez, j'espère avoir été exhaustif. Je remercie vraiment au nom de Jérôme Notin, notre directeur général, le directeur général du groupe en intérêt public ACIMA, je remercie très chaleureusement CLCV pour cette invitation. D'abord, c'est toujours, comme je l'ai dit, un honneur et un privilège d'intervenir avec un membre, d'autant plus que ce soir, j'ai l'impression que nous sommes nombreux et que pour nous, c'est aussi l'occasion qui nous est donnée, une très belle occasion d'être au contact direct du grand public et j'espère pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'adresserez par la suite. Voilà, merci. Eh bien, écoutez, Monsieur Verdier, merci beaucoup. Nous, je peux vous dire que votre propos passionne parce que des questions, j'en ai énormément. Donc, par avant, je présente mes excuses aux gens auxquels on ne pourra pas répondre, mais on va essayer de grouper. J'ai des questions récurrentes sur les antivirus. On nous demande si les antivirus sont vraiment utiles et dans quelle mesure. Et vous avez des personnes qui s'étonnent, par exemple, que les actualités aient parlé d'un hôpital qui se fasse pirater. Comment c'est possible? Comment est-ce que le particulier peut se protéger? Et pourquoi est-ce que des professionnels, par exemple, les hôpitaux, se font pirater? Alors, en fait, c'est une question, en tout cas, c'est une thématique très, très intéressante parce qu'elle soulève deux points qui me semblent déterminants. Si vous le voulez bien, Olivier, je vais commencer par le deuxième aspect. Ce qui s'est passé à l'hôpital de Versailles et précédemment dans d'autres hôpitaux et malheureusement ce qui impacte aujourd'hui un très grand nombre de publics professionnels, et j'insiste sur ce terme, on n'est pas là, on n'est pas dans le cas de figure d'une menace qui cible aujourd'hui de manière majoritaire les particuliers. C'est ce qu'on appelle une attaque dite par rançongiciel, par ransomware. Le principe en est très simple. En fait, les attaquants vont s'introduire sur le système d'information d'une entreprise, vont en tout cas faire en sorte que un petit programme malveillant puisse s'installer sur ce système d'information,
ça peut être par le biais d'un message d'hameçonnage, ça peut être, voilà, il y a différents types d'accès. Et ce programme va dans un premier temps permettre aux attaquants de pouvoir pénétrer le réseau, le cartographier et surtout pouvoir exfiltrer des données qu'ils vont réutiliser plus tard pour faire pression sur la victime. Dans un deuxième temps, ce programme va chiffrer, c'est-à-dire rendre inaccessible et inopérante l'ensemble des données qui sont contenues sur le réseau ou sur les lecteurs réseau de la victime. Et là, effectivement, dans un milieu professionnel, économique standard, tous les programmes métiers s'arrêtent, on n'a plus du tout accès aux données. Et tous les programmes qui dépendent de ces données s'arrêtent puisqu'ils ne peuvent plus fonctionner. Donc, on se retrouve avec un réseau informatique complètement paralysé. Et enfin, troisième temps, les pirates envoient un message demandant le paiement d'une rançon contre la clé de ce qu'on appelle la clé de déchiffrement. En gros, ils disent à la victime, si vous payez la rançon, nous vous communiquerons la clé qui vous permettra de recouvrer l'utilisation de vos données. Cette menace n'est pas du tout aujourd'hui, en tout cas au niveau de ce que nous percevons, n'impacte pas du tout les particuliers. Les particuliers doivent avant toute chose, aujourd'hui, faire attention à leurs données financières, à leurs données personnelles, aux documents associés à leur démarche administrative, à leurs documents d'identité et à leur compte. Parce que tous ces éléments peuvent être réutilisés par les attaquants pour commettre derrière d'autres cybermalveillances, comme je l'indiquais tout à l'heure, au préjudice de la victime, de ses proches ou de ses contacts. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Quant à l'utilisation d'un antivirus, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la mise à jour. L'antivirus, pour nous, même s'il ne résout pas tout, est quand même l'une des pierres angulaires et fondamentales d'un bon socle de sécurité initiale. En fait, un antivirus fonctionne généralement avec une base de signature qui va lui permettre de détecter un fichier potentiellement malveillant et de vous le signaler. Et si vous le souhaitez, il va le mettre en quarantaine, c'est-à-dire il va le paralyser, l'empêcher d'être actif pour préserver et protéger votre système. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Olivier? Oui, absolument. C'est effectivement très important. On le dira jamais assez. Antivirus sur ordinateur et sur smartphone, c'est absolument essentiel. Une autre question qui me paraît importante et qui revient, il y a différentes possibilités de signaler des phishing, etc. Et les gens nous disent, mais au fond, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'on n'a pas trop de visibilité sur ce qui se passe après. Il peut nous arriver de ne pas avoir de réponse. À quoi ça sert de signaler? On nous parle de l'hameçonnage, on nous parle de cybermalveillance. Est-ce que je suis même pas sûr qu'on puisse signaler chez cybermalveillant? J'avoue, j'ai un doute. Est-ce que c'est utile de signaler? Alors, avant de répondre à cette question très importante, effectivement, je vais lever un doute. Cybermalveillance.gouv.fr, comme je l'espère démontrer en vous présentant le parcours d'assistance victime, n'est en tant que tel pas une plateforme de signalement. Nous sommes un peu comme une grosse gare de triage par le biais de laquelle la victime, si elle le souhaite, va pouvoir être orientée vers une plateforme de signalement adaptée à la cybermalveillance dont elle est victime. Ça, c'est la première chose et c'est très important. Pourquoi? Parce que effectivement, en tant que guichet unique, on a vraiment mis en place ce parcours flexible pouvant orienter la victime vers des plateformes de signalement adaptées qui nous préexistaient et qui avaient déjà cette historique et cette capacité à traiter les signalements, ce qui n'est pas notre cas. Deuxième question, est-ce qu'il est utile de signaler? Oui, et oui, il est très utile de signaler. On participe ainsi à l'effort collectif de lutte contre le spam, c'est-à-dire les courriers non sollicités ou contre les mails d'hameçonnage, le phishing, que j'ai cité comme étant la menace majeure. Malheureusement, un petit peu comme dans d'autres domaines crapuleux, l'hameçonnage étant aujourd'hui vraiment quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent aux attaquants, vous vous doutez bien que quand on réussit à démanteler un réseau, un autre
se met aussitôt en place. Alors, ce n'est pas un combat perdu, il faut continuer. Si on prend l'exemple de la plateforme Signal Spam, qui est également membre des dispositifs cybermalveillance.gouv.fr et à qui je rends hommage ce soir pour son travail, cette plateforme travaille. Alors, elle a un côté, une activité publique de collecte des signalements, mais effectivement, elle a un côté un petit peu moins connu par le grand public de relais, de travail de fond avec tous les opérateurs qui, sur Internet, et ils sont nombreux, s'occupent du routage, hein, c'est-à-dire d'emmener un mail. C'est quand même un circuit un peu particulier, ce sont des protocoles spécifiques qui s'occupent d'emmener un mail d'un point A à un point B, et c'est vraiment très important. Cette activité, elle est peu connue, et c'est vraiment dommage parce que Signal Spam travaille très régulièrement et au corps à corps avec tous ces opérateurs pour globalement faire baisser la criminalité et le taux d'hameçonnage que nous recevons au quotidien dans nos boîtes mail. C'est notamment grâce à Signal Spam que tout un tas de mails d'hameçonnage vont aujourd'hui directement dans le courrier indésirable. Et il faut le savoir. Donc, oui, effectivement, parfois, ça peut sembler décourageant, mais oui, il faut continuer à signaler et à agir ainsi pour une meilleure sécurité collective. Alors, on a eu une question, mais ça, vous en avez parlé, c'est l'arnaque au faux support technique. C'est l'écran qui se bloque en vous disant contactez vite le support technique. Vous l'avez dit, on n'est pas du tout en face d'un support technique, on n'appelle personne. Et d'après ce que j'ai compris, on redémarre son PC, on fait fonctionner son antivirus. Je pense que c'est ça. Exactement. En fait, sans rentrer dans les détails techniques qui n'ont pas lieu d'être ici, la technique des pirates va consister à, comment dire, empoisonner, entre guillemets, la mémoire du navigateur, c'est-à-dire qu'ils vont forcer le navigateur à afficher de manière constante cette fenêtre. Alors parfois, en fonction de la nature du navigateur, qu'on utilise Safari, Chrome ou Firefox, le simple fait de relancer le navigateur va suffire pour purger cette mémoire qui a été un peu forcée par les pirates. Parfois, il faut fermer le navigateur et relancer directement Windows en éteignant et en rallumant l'ordinateur. Et de toute façon, nous recommandons vivement aux victimes de ce type de tentative d'arnaque derrière de passer un antivirus sur l'intégralité du système. Et alors, j'ai une question qui est très intéressante, enfin, elles sont toutes très intéressantes, évidemment. On me demande si la notion de HTTPS est une garantie efficace à 100%. Donc, ça fait référence au moment où vous êtes sur un site marchand et que vous allez payer. Et HTTPS, ça vous indique que la connexion, elle est sécurisée. Mais sécurisée avec quelle force? Alors, en fait, le HTTP, il faut savoir, hein, c'est le protocole standard qui permet à un internaute, par le biais de son navigateur, d'aller consulter un site en ligne. Le S de HTTPS indique qu'effectivement, la connexion, c'est-à-dire le tunnel entre l'ordinateur de l'internaute et le site, qui peut être un site marchand, cette connexion donc est placée dans un tunnel chiffré. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un pirate intercepte le flux, au lieu d'avoir les identifiants, le mot de passe et les informations liées aux moyens de paiement de l'internaute en clair, il n'aura qu'une bouillie complètement inexploitable. Ça ne veut pas dire qu'au bout, le site est un site honnête. Des sites frauduleux peuvent proposer un paiement en HTTPS. Voilà. Si vous voulez, le mode de transmission des données, le tunnel chiffré, n'indique en rien le caractère légitime, légal et honnête du site sur lequel vous faites votre règlement. Les deux ne sont pas liés. Quand vous faites un achat sur Internet, mais je vous laisserai compléter, Olivier, parce que je pense que pour le coup, vous êtes au niveau de CLCV bien informé là-dessus. Quand vous faites un achat sur Internet, il faut à la fois vous assurer, bien entendu, que le site sur lequel vous allez réaliser le paiement ne soit pas un faux site, un site factice ou une contrefaçon d'un site officiel. On parlait tout à l'heure du Black Friday. Il faut savoir que malheureusement, aujourd'hui, ce genre de site se multiplie. Et donc ça, c'est la première garantie. Hein. Je suis sur un site qui correspond réellement à l'enseigne
qui m'intéresse. Et deuxième précaution, bien entendu, pendant la transaction financière, s'assurer qu'on est bien sur une page sécurisée avec le S qui vient effectivement à la fin de HTTP. Et tout à fait. Et vous avez beaucoup de banques, malheureusement pas toutes, qui vous proposent un outil qui est très utile, c'est la carte bancaire virtuelle. C'est-à-dire que on ne rentre pas les coordonnées de votre carte bancaire. Vous avez petite application sur votre smartphone. Vous rentrez le montant et on vous génère un numéro de carte bancaire ad hoc qui est affecté à ce montant-là. Donc, en admettant que des pirates s'emparent de ce numéro de carte bancaire, ils ne peuvent rien en faire. Et je vous invite à interroger votre banque. Malheureusement, elles ne le font pas toutes et certaines le font payer, ce qui est assez dommage. Voilà. Parce que on va faire une petite parenthèse sur ça. Tout ce dont on vient de parler, le but, il est compris, il est quand même, la plupart du temps, de voler vos coordonnées bancaires pour faire une ponction sur votre compte. Le but, il est juste là. Et donc, la question, c'est qu'une fois que vous avez été victime de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez le Code monétaire et financier qui prévoit que quand vous avez été victime d'un détournement des données de votre carte bancaire, votre banque doit vous rembourser sur une simple notification de votre part. Alors, il y a deux exceptions. La première, c'est s'il y a fraude. Si vous faites partie des fraudeurs, bien évidemment, vous n'avez le droit à rien. Mais la deuxième, c'est la négligence grave. Et malheureusement, la réalité qu'on constate à la CLCV, c'est que quand on est victime de ça, et c'est l'importance de la soirée qu'on a aujourd'hui, les banques opposent quasi systématiquement la négligence grave en disant on ne vous remboursera pas. Et les tribunaux ont tranché sur la question d'une manière avec laquelle il va falloir faire. C'est qu'en fait, on vous dit, ben voilà, vous recevez un mail de phishing. Si le mail était tellement gros, si le piège était tellement gros qu'un consommateur moyennement informé, moyennement éduqué aurait dû s'en rendre compte, alors en y répondant, vous avez fait preuve de négligence grave et vous n'avez pas le droit au moindre remboursement. Alors, la réponse, nous, on ne peut pas la trouver satisfaisante, mais la réponse aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la raison pour laquelle des soirées comme celle-là, des webinaires où on insiste sur la pédagogie, c'est juste absolument essentiel. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on s'est fait avoir, je ne vais pas vous mentir, c'est en général extrêmement compliqué de récupérer son argent. Les banques ne veulent pas. Et la police travaille, mais bon, la tâche est complètement considérable. Donc, il faut prendre des précautions, il faut bien y réfléchir avant, c'est essentiel. Là, on se rend compte en ce moment qu'il y a effectivement différents types de modes opératoires qui se développent. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment pour l'arnaque dite aux faux conseillers financiers. Si vous êtes appelé par téléphone, même d'une manière pressante, urgente, et qu'on vous incite, qu'on se fait passer pour quelqu'un de votre banque ou du centre de paiement, et qu'on insiste pour que vous communiquiez ce fameux code unique que votre banque vous a transmis dans le cadre d'un paiement, ne communiquez rien. Vous n'avez pas jamais à communiquer au téléphone à votre banquier un mot de passe, un code unique. Vraiment, vraiment, prenez de la distance par rapport à l'événement, demandez des informations, où se trouve-t-il, qui est son chef, éventuellement appelez, faites un contre-appel à votre conseiller habituel, mais avant de communiquer quoi que ce soit, rappelez-vous de ce que nous avons vu ensemble et de cette soirée passée en webinaire, parce que malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de victimes sont, comment dire, piégées de cette manière. Et je vous dirais que le contre-appel à votre conseiller bancaire est absolument essentiel, car on a été alerté plusieurs fois sur des cas de spoofing. C'est-à-dire qu'un pirate vous appelle et informatiquement, il a moyen d'afficher sur votre téléphone le numéro de votre banque. C'est la réalité. Il vous dit, mais je suis votre banque. Vérifiez sur votre écran, c'est bien le numéro de votre banque. Et ça l'est. Donc, vous dit, bah, écoutez, je vous remercie, je raccroche et je vous rappelle. Le contre-appel, il a tout son sens dans ces cas-là, et des cas, il y en a. Alors, Monsieur Verdi, j'ai une question. On me demande ce que c'est que le VPN. Vous avez parlé du VPN. Il y a un monsieur qui me demande ce que c'est que le VNP. Alors, je pense qu'il veut parler du VPN. Alors, un VPN, effectivement, et je m'en excuse, c'est un acronyme anglophone, c'est Virtual Private Network. En fait, c'est un réseau
privé virtuel. Alors concrètement, ça consiste en quoi? C'est un outil qui va permettre, par exemple, à un télétravailleur de se connecter à partir de son domicile directement sur les systèmes et les infrastructures de son employeur avant de ressortir sur internet. C'est-à-dire qu'il ne va pas, lui, sortir en direct sur internet à partir de sa box. Et ça permet surtout, d'abord, de préserver la confidentialité de la connexion et de s'assurer que cette personne-là passe bien par les systèmes et les passerelles de son employeur dans un cadre professionnel, avec toute la sécurité que ça implique en matière de connexion, de liste noire ou de liste blanche de sites sur lesquels il n'a pas à aller. Voilà, en fait, le réseau privé virtuel est essentiellement utilisé pour des raisons de sécurité au sein des organisations. Un particulier peut en mettre un en place, mais il y a un petit peu moins d'intérêt immédiat. C'est essentiellement dans une optique professionnelle. Et puis, vous avez une personne qui nous dit que quand elle utilise son VPN, sa banque bloque l'accès à son compte. Donc, malheureusement, on a des situations qui ne sont pas forcément idéales puisque vous avez ce genre de choses qui se produit. Alors après, on me pose une question, quelque chose qu'on n'a pas évoqué. On me parle du chantage à la webcam. Donc, j'imagine qu'on est sur une situation de porn revenge. Je pense qu'on parle de ça. Ça, à part aller déposer plainte, Monsieur Verdier, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait faire. En tout cas, ne certainement pas céder à des chantages d'ordre financier ou autre, hein. Ça, c'est… Alors, Olivier, oui, je sais pas si les deux termes que vous avez utilisés englobent la même réalité. Ce qu'on appelle le chantage à la webcam faussement piraté ou sextorsion, effectivement, c'est quand un particulier va recevoir un mail d'un soi-disant pirate qui va lui indiquer que son système est piraté. Oui, Le pirate indique également qu'il a pu enregistrer l'internaute lors de la veille ou l'avant-veille, lors de la consultation d'un site à caractère pornographique. Et si l'internaute ne paye pas une rançon, la séquence enregistrée va être diffusée, alors soit à son cercle d'amis personnels, intimes, ou sur les réseaux sociaux, à son écosystème professionnel. Et là, effectivement, en général, c'est la panique, puisque voilà, on peut, c'est de l'ordre de la liberté individuelle, hein, chacun peut aller sur les sites qu'il souhaite, mais là, on fait croire à l'internaute que son système est piraté, qu'une séquence a été enregistrée, et on le menace de diffuser cette séquence pour, bien entendu, récupérer une rançon et de l'argent derrière. Ce que vous avez indiqué comme porn revenge, nous, on le voit plutôt sous l'angle d'ex-conjoints qui, oui. pour se venger de leur ancienne petite amie, vont aller sur des sites qui proposent malheureusement ce type de publication, publier des photos d'elle alors qu'ils étaient encore ensemble, et des photos suggestives pour le moins, voilà, en pensant ainsi se venger du fait de se retrouver tout seul à l'heure actuelle. Et là, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, nous recommandons très fortement un dépôt de plainte, puisque dans les deux cas, il y a effectivement infraction de la loi pénale. Alors, on a beaucoup de questions sur les antivirus. Donc, on me demande plusieurs fois, évidemment, si les antivirus sont utiles. Les antivirus, on va le redire, ils sont absolument indispensables. Alors là, il y a quelque chose d'un peu technique, mais je crois que vous avez les virus et vous avez les malwares. On est d'accord, parce que j'ai répondu à une question de personne qui me dit, je reçois un mail de phishing, vous en avez peut-être parlé, excusez-moi, et qui me dit, ce mail de phishing contient une pièce jointe et un lien cliquable. Donc, si vous en avez parlé, je m'en excuse. Mais à ma connaissance, le lien cliquable va vous emmener vers un faux site. Par exemple, vous recevez un mail de phishing de la part de votre banque. Vous cliquez sur le lien cliquable, vous allez vous trouver sur le faux site de votre banque. Le but étant de vous extorquer vos données personnelles. Et le lien cliquable, je pense, Monsieur Verdier, qu'on n'est pas à l'abri de libérer des malwares si on l'ouvre. Alors, tout à fait, hein. En fait, il y a deux choses. La première, la différence entre malware et virus. En fait, un virus est un malware
mais tous les malwares ne sont pas forcément des virus. Pour, pour simplifier, il existe toute une gamme de programmes malveillants. Je préfère qu'on utilise ce terme si vous n'y voyez pas Bien d'inconvénient. sûr. Le virus est une famille de programmes malveillants. Le virus, son but d'origine, en tout cas, c'est vraiment de se propager, d'occasionner des dégâts et de se propager. Il existe ce qu'on appelle des logiciels espions, des logiciels qui vont enregistrer vos frappes clavier, des logiciels qui vont réaliser des captures d'écran toutes les 15 secondes et puis les envoyer aux attaquants. Voilà. La définition générique de programme malveillant ou malware englobe tout un tas de programmes différents, bien entendu, qui sont orientés plutôt pour vous nuire. Ça, c'est la première chose. Le fait de se retrouver sur un site tenu par des attaquants, oui, bien sûr, hein, un site peut être utilisé, un site n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de contenus ou de pages mis à disposition pour être visité et rendu visible à un internaute. Un site malveillant peut être utilisé pour vous faire remplir un faux formulaire qui va permettre aux attaquants de récupérer vos données financières ou des données personnelles, mais en utilisant une vulnérabilité, vous vous rappelez, j'ai parlé des vulnérabilités tout à l'heure, en utilisant une vulnérabilité de votre navigateur, ce site peut également injecter sur votre système un petit programme malveillant derrière qui va vous nuire encore plus. Voilà, on est à cheval entre deux modes opératoires, mais en tout état de cause, à partir du moment où les malveillants ont conçu et tiennent un site, on peut s'attendre à tout type d'attaque de leur part. Il me semble que cybermalveillance s'est prononcé sur quelque chose de très utile qui est le gestionnaire de mots de passe. Je pense que de mémoire, vous en recommandez peut-être un ou deux, non, il me semble. Alors, nous en recommandons essentiellement un. J'ai rappelé tout à l'heure l'importance qu'on doit aujourd'hui accorder. Je vous en remercie, Olivier, de réaxer par cette question le débat parce que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, nous sommes amenés à avoir à gérer une dizaine, si ce n'est une quinzaine, de couples identifiants mot de passe. En gros, souvent mon adresse de messagerie ou un pseudo que je vais utiliser associé à un mot de passe pour un type de service donné. Or, tout le problème, et quand on est comme moi, quand on a une mémoire de poisson rouge, ça va être de retenir l'intégralité de ces identifiants mots de passe pour chaque service. Un gestionnaire de mots de passe n'est ni plus ni moins qu'un petit logiciel, un petit coffre-fort numérique qui va vous permettre de stocker de manière sécurisée l'ensemble de vos identifiants et de vos mots de passe associés au bon service à chaque fois. Et en outre, vous n'aurez à retenir que le mot de passe principal qui permet à ce petit logiciel de s'ouvrir, ce qu'on appelle un mot de passe maître. Alors effectivement, derrière, ça demande une certaine rigueur d'enregistrer systématiquement son identifiant et son mot de passe dans ce gestionnaire de mot de passe, et surtout, ne pas oublier le mot de passe maître, parce que je peux vous garantir que derrière, pour ceux de ces logiciels qui sont les plus résistants, il faut y aller à la disqueuse, et on ne peut pas, en général, récupérer ces éléments parce que le chiffrement utilisé est trop fort. Au niveau de cybermalveillance.gouv.fr, bien entendu, nous nous alignons sur les recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information que j'ai cité tout à l'heure en préambule de mon intervention, l'ANSSI, qui recommande l'utilisation d'un petit logiciel qui est certifié, donc qui a été testé et qui s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-S-S, KeePass. Vous pourrez, en tapant sur Internet, sur votre moteur de recherche préféré, ou en venant sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr ou en allant sur le site de l'ANSSI, ssi.gouv.fr, vous pourrez très rapidement trouver la page de téléchargement de ce gestionnaire qui est donc certifié par l'ANSSI et qui est gratuit. Merci. Alors, j'ai des questions intéressantes. On me dit, j'ai été arnaqué en passant par tel gestionnaire de paiement, en étant sur tel site. Et la personne s'étonne en disant, mais je pensais que tel gestionnaire de paiement, tel site était sûr, et comment pouvait-il héberger des arnaqueurs? Je pense que là, on a une confusion entre les hébergeurs et les bannières publicité, non? Les bannières de publicité, non? Alors, c'est possible. Moi, je pense également à la confusion entre le propriétaire d'un site
et des attaquants qui peuvent pirater ce site et surtout la base de données dans laquelle sont stockées nos données financières. J'illustre mes propos. Je vais aller sur un site situé à l'autre bout du monde, acheter une paire de bottes. Je procède au paiement et je permets au site de conserver mes données financières pour, si jamais je reviens une semaine après, pour acheter le reste, une autre marchandise qui peut m'intéresser. Les données vont être stockées par ce site à l'autre bout du monde. Malheureusement, sécurisé ou pas assez sécurisé, ce site se fait attaquer par des tiers, par des attaquants, qui vont avoir accès à sa base de données, dont mes coordonnées financières. Les attaquants vont derrière réutiliser ces données. Mais voilà, ce n'est pas le propriétaire du site qui, à proprement parler, a réalisé la cybermalveillance, mais peut-être que son manque de sécurisation, son manque de conformité au RGPD va permettre aux attaquants de récupérer des éléments me concernant, ce qui va leur permettre à leur tour de procéder à des opérations frauduleuses à mon préjudice. Ce que nous recommandons, bien entendu, c'est déjà d'aller tout le temps sur les sites officiels, des sites qui ont pignon sur rue, qui sont de préférence situés en France ou sur le ressort de l'Union européenne, et de s'assurer avant tout achat qu'est-ce qui se passe en cas de litige. Est-ce que les données sont conservées? S'assurer également au moment du paiement, demander expressément à ce que les données que je vais transmettre associées à mes moyens de paiement ne soient pas stockées sur le site. Alors certes, ça m'oblige au prochain achat à ressaisir l'intégralité des informations liées à mon moyen de paiement, mais au moins ça garantit que même si le site en question se fait pirater, les attaquants n'auront pas accès à mes données financières. Très bien. J'ai une question qui peut être, parce que cybermalveillance, vous l'avez dit, est un observateur majeur des fraudes. Et j'ai plusieurs personnes qui me demandent si les Mac sont plus touchés que les PC concernant les fraudes et les attaques. C'est quelque chose qui se disait il y a quelque temps, mais peut-être est-ce une légende. Alors, c'est une très, très bonne question et je vous remercie de la relayer. Comme tout à chacun, les attaquants sont des paresseux. Développer un petit programme qui permet d'exploiter une vulnérabilité, c'est du temps, c'est de l'énergie, parfois c'est de l'investissement. Ils vont donc principalement cibler les systèmes d'exploitation les plus répandus. Donc, souvent, on a tendance à penser que macOS et Linux, pour ne citer que, sont plus sécurisés. Non, pas forcément. Ils sont moins connus, ils sont moins utilisés, donc ils sont moins rentables pour les attaquants qui vont quand même investir un minimum pour programmer, créer, tester et diffuser leur programme malveillant. Donc derrière, bien entendu, ces attaquants vont majoritairement cibler Windows, bien entendu, et ses dérivés. Ce qui ne veut pas dire que les autres systèmes d'exploitation, et c'est pareil pour les téléphones, sont plus sécurisés. Quoi qu'on possède, nous recommandons bien entendu de réaliser très régulièrement toutes les mises à jour, aussi bien au niveau des applications que des systèmes d'exploitation sur nos PC ou embarqués sur nos smartphones. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, on n'est pas sur du piratage, mais effectivement, on est sur une question technique que se posent beaucoup les gens. On me parle des cookies. Quelle réponse à faire pour les cookies? Alors, il me semble que la CNIL a imposé que chaque site Internet donne une information sur les cookies et indique qu'il y a des cookies qui sont nécessaires à sa gestion, au fait que et des cookies qui sont facultatifs. Bon, à ma connaissance, le cookie, c'est pas la même chose qu'un piratage. Et de toute façon, dans votre navigateur, il y a possibilité de nettoyer les cookies. On est un peu hors sujet, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, on est un petit peu hors sujet par rapport effectivement à des menaces prégnantes et vraiment frauduleuses. Néanmoins, la question est intéressante. Il ne faut pas oublier ce qu'est un cookie. Un cookie, c'est un petit fichier tout bête, qui à l'origine a été inventé et mis en place, c'est-à-dire que pendant que vous êtes sur un site, ce petit fichier va être déposé sur votre système au niveau du navigateur pour faciliter la navigation. C'est-à-dire pour éviter qu'à chaque page que vous consultez, on vous demande de vous réauthentifier, par exemple.
Donc le but initial, en tout cas, du cookie, c'est quand même de faciliter la vie et surtout faciliter la navigation sur un site et la consultation de ressources sur un site donné. Néanmoins, l'homme étant ce qu'il est, une autre race de cookies a été créée, d'une manière un peu plus non pas malveillante, mais un peu plus, j'ai envie de dire, en matière de traçabilité, un peu plus prégnante en matière de traçabilité. C'est-à-dire que ces cookies-là vont un peu plus observer vos habitudes de navigation et renseigner parfois à votre insu, mais ça se fait de moins en moins grâce notamment au règlement mis en place par l'Union européenne et par la CNIL, renseigner le site d'origine sur certaines habitudes d'achat, consultation de site. Ça reste très soft, mais on est quand même à un échelon un peu plus élevé en matière de traçabilité, de suivi de vos habitudes de navigation. Et je pense que effectivement, certains sites aujourd'hui, sous l'impulsion de la CNIL, vous laissent le choix entre les cookies jugés essentiels, notamment ces cookies ayant pour but de faciliter votre navigation et le temps de consultation, et ces cookies qui sont un peu moins essentiels, eux, un peu plus orientés dans une optique de traçabilité en matière d'habitude de consommation et de navigation. Donc, charge à vous effectivement d'être vigilant par rapport à ça. Et comme vous l'avez très bien dit, Olivier, charge à vous de purger très régulièrement. Il y a tout un tas d'outils qui existent, je ne vais pas les citer, mais vous allez sur n'importe quelle plateforme de téléchargement française et vous trouverez facilement ce genre d'outils qui servent un petit peu à nettoyer régulièrement, à décrasser votre navigateur par rapport à tous ces cookies qu'on accumule au fil de nos navigations. Donc, ne pas hésiter à le faire, tout simplement pour repartir sur des bases toutes neuves, toutes fraîches. Très bien. Et alors, j'ai une question à laquelle je vais répondre parce qu'on en a parlé. Est-ce que la mise à jour de mon système d'exploitation est suffisante? Alors, la mise à jour de mon système d'exploitation est absolument indispensable, mais elle n'est pas suffisante puisqu'elle doit s'accompagner par l'installation d'un pack sécurité. Hein, j'ai bien écouté, Monsieur Verdier, c'est ça? Vous avez très bien écouté, effectivement, hein, les mises à jour de l'ensemble des composants que nous utilisons sont importantes. Quand j'utilise un téléphone portable, j'utilise bien entendu le système d'exploitation embarqué sur ce téléphone portable. Il va s'agir d'Android ou d'iOS en fonction de la marque du téléphone. Mais j'en profite également pour insister sur l'importance de faire régulièrement des mises à jour des applications que nous installons. Il suffit de voir l'évolution de nos usages. Hein. Aujourd'hui, on installe et on désinstalle sans cesse des applications sur nos téléphones. Il est donc important déjà de maîtriser, de désinstaller ce que nous n'utilisons plus. Et la deuxième chose, c'est bien entendu, de mettre à jour très régulièrement les applications que nous utilisons de manière courante, de manière à garantir un maximum de sécurité. Je rappelle que les pirates exploitent très régulièrement des trous de sécurité dans les logiciels qu'on appelle des vulnérabilités. Et donc, réaliser les mises à jour qui sont dans la plupart des cas complètement gratuites et proposées par les éditeurs vous garantit, avec l'utilisation d'un antivirus, un socle de base en matière de sécurité indispensable aujourd'hui. Et puis, dernière question, en forme de clin d'œil, on en a beaucoup parlé, mais moi qui ai beaucoup de difficultés à utiliser, à me rappeler mes mots de passe, que pensez-vous de ma date de naissance ou de 1, 2, 3, 4, 5? C'est une très très bonne question et c'est un très bon clin d'œil. Olivier, est-ce que vous connaissez les deux principaux modes d'attaque des pirates pour deviner ou faire apparaître en tout cas le mot de passe sur un service distant? Non, dites-moi. En fait, il y a deux types d'attaques pour lesquelles les pirates utilisent des petits programmes, hein, des petits scripts. Le premier, c'est ce qu'on appelle une attaque dite par dictionnaire, c'est-à-dire je vais me connecter à vos comptes de messagerie et je vais tenter de deviner le mot de passe grâce à cette attaque par dictionnaire, sachant que sur Internet, des bibliothèques entières existent par rapport aux mots de passe les plus communément utilisés par les internautes au monde. Sans être un fan
de Trône de Fer, sans être un fan du Seigneur des Anneaux, vous vous doutez bien qu'il y a un certain nombre de personnages connus au niveau littérature, au niveau cinéma, qui sont réutilisés par des passionnés. Ben, ça illustre tout à fait le genre de mot de passe qu'on retrouve malheureusement très très souvent. Alors vous avez cité 1, 2, 3, vous avez cité des couples ou des triptyques correspondant à des dates de naissance. Bien entendu, tous ces éléments sont inventoriés et pour les plus connus d'entre eux, on fait tourner ce petit script et de manière très certaine, on peut obtenir le mot de passe de la victime. Deuxième méthodologie, toujours avec un petit script adapté, c'est ce qu'on appelle une méthode par force brute, c'est-à-dire qu'on va utiliser là pour le coup, et puis les bandes passantes et les puissances de calcul le permettent aujourd'hui, une méthode dite incrémentale, qui va consister à commencer par 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, de manière très très rapide. Et effectivement, là aussi, il y a de fortes chances malheureusement qu'on devine assez rapidement des mots de passe simples. Je sais plus, il y a une étude qui est sortie il y a quelque temps qui indiquait les mots de passe moyens des utilisateurs sur Internet. C'est malheureusement, ça reste très trivial de pouvoir deviner ce type de mot de passe. Et quand on connaît quelqu'un, en plus, on a la chance de pouvoir connaître le prénom de sa femme, de sa fille, de son chien ou sa date de naissance. Et effectivement, c'est une autre un peu plus artisanale. Ça demande d'être peut-être un peu plus proche de la victime, mais on peut, dans certains cas, assez facilement deviner son mot de passe. Donc, méfions-nous, adoptons des bonnes habitudes, des mots de passe longs, complexes, difficilement devinables, que nous stockons, quand on est comme moi avec une mémoire très limitée, que nous stockons au sein d'un petit gestionnaire de mots de passe. Bon, eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Monsieur Verdier, vraiment, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre présentation très claire et redire toute l'importance de cybermalveillance pour les consommateurs. C'est vraiment de la pédagogie, c'est essentiel pour identifier les risques, pour ne pas se faire avoir. Donc, merci beaucoup. Ne pas hésiter à aller consulter votre site. Je voulais remercier Cathy, notre journaliste, et Laura, notre webmaster, qui nous ont particulièrement aidés dans la préparation de ce webinaire. Et je remercie tous les participants pour votre présence, pour vos questions très pertinentes. Et je vous souhaite une navigation heureuse, loin de tous les risques. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.